11 chapitres, 3 mois dans le temps réel, c'est ce qu'il a fallu à Oda pour revenir sur Egghead. Et putain, qu'est-ce que c'est incroyable. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette analyse du chapitre 1089 de One Piece. Oda, je t'aime, tu reviens sur Egghead, tu nous pondent des masterclass comme ça chaque semaine. Tu ralentis pas. J'ai pas dû tourner ma vidéo dans les meilleures conditions, je l'ai fait à un moment où j'étais crevée, donc du coup je suis désolée, ma voix part un peu dans les aigus et tout, c'est pas joli à entendre. Et bonne vidéo. Avant de passer aux choses sérieuses, une petite aparté sur le village de Fushia qu'on voit en tout début de chapitre. On voit Woodslape et Makino qui vont réagir exactement comme nous les lecteurs en s'inquiétant tout simplement sur Garp, dont l'état est inconnu actuellement. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il va mourir. On voit également pour une des premières fois le petit garçon de Makino dans les chapitres, donc pas en page de couverture mais vraiment dans les chapitres. On voit aussi Datan Forcel, en ce moment c'est compliqué. Bref, il y a eu pas mal de débats sur qui est le père de l'enfant de Makino. Ça parlait de Sabo, mais je peux vous assurer à 100% que c'est pas lui. Peut-être faudrait plus chercher du côté de Shanks ou du côté de la marine. En tout cas, on a d'autres sujets à débattre. Oda continue de nous parler des conséquences de l'incident de Lulusia, des secousses qui ont parcouru la Terre pendant 7 jours, avec des répercussions mondiales et le niveau de la mer qui est monté d'1 mètre. Alors déjà, force aux habitants de Longring-Longland, et de deux, ça ne rigole pas du tout. Pas du tout! Im a littéralement le pouvoir de faire trembler le monde. Et je vais vous poser une question, à quel point il en a rien à foutre pour avoir provoqué un incident pareil juste pour un test? On a l'impression de revenir sur cette théorie selon laquelle Im sera en quelque sorte omnipotent, toujours dans l'abus, et le Gorosei qui essaye tant bien que mal de le canaliser. Mais vous avez sans doute vu le trou qu'a laissé l'attaque de Mother Flame sur Lulusia, un trou énorme qui n'a de semblable que le gigantesque trou qu'on a trouvé à Enies Lobby. Sans doute que Mother Flame copie le pouvoir d'une arme antique. Vous suivez? Bon. On peut donc en déduire que le trou situé sur Enies Lobby a été créé par une arme antique. Ce qui signifie qu'il y a 800 ans, lors de la création d'Enies Lobby, le gouvernement mondial, à la fin du siècle oublié, avait en sa possession, avait dans son camp, une arme antique. Quelle arme ce serait? Vous pensez sans doute à Uranus, mais je dirais plutôt Pluton. Mother Flame serait inspiré de Pluton, pas le navire dans son ensemble, mais le canon qui avait, à ce qu'on dit, le pouvoir de raser une île entière. Un pays lié à l'ancien royaume, peut-être même. L'ancien royaume lui-même, peut-être même. Loftel, rasé par Pluton, donnant le siège du gouvernement mondial, Enies Lobby. Ce serait quand même une sacrée symbolique. Évidemment, ça nous fait repenser à cette théorie qui est sortie il y a plus d'1 an qui disait que le One Piece serait situé sur Enies Lobby, qui n'a toujours pas vraiment été débunk jusqu'alors. Je vous mets le lien de la théorie en description. Bref, on voit une communication entre le Gorosei et York. Le Gorosei demande à York si elle a le pouvoir de fabriquer une réplique de Mother Flame. Et la question que je vous poserai, c'est pourquoi ils ont besoin d'une réplique de ce truc? Un seul, c'est pas suffisant. Alors est-ce que Mother Flame peut être utilisé qu'une seule fois? Et dans ce cas-là, ils auraient peut-être fait de ne pas l'utiliser pour raser Lulusia et de le réserver pour plus tard. Ou est-ce que ça a besoin d'un très long temps de chargement, peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, ou peut-être simplement pour avoir de la puissance de feu supplémentaire? On apprend une information énorme sur Mother Flame qui est totalement passée inaperçue à cause de la traduction française. Dans la traduction anglaise, il est bien précisé que quand York dit qu'elle a besoin d'un truc qui se trouve sur Egghead pour fabriquer Mother Flame, elle parle d'un réacteur à fusion. Elle fait référence potentiellement à de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire qui consiste en l'assemblage de noyaux atomiques qui peut libérer une énorme quantité d'énergie. On aurait donc Mother Flame qui serait en quelque sorte une arme nucléaire, ce qui appuie encore énormément sur le parallèle entre la bombe atomique, qui était d'ailleurs une bombe à fission et pas à fusion, mais qui était en tout cas nucléaire. Alors tout d'abord on revoit Kizaru, qui a littéralement l'air d'en avoir rien à foutre de devoir trahir ce qui ressemble à sa famille, qui sont Vegapunk et Sentomaru, et qui dit simplement « Je suis qu'un rouage, je peux rien y faire ». Alors c'est pas la première fois qu'un soldat de la marine se retrouve confronté à ce genre de situation, je pense à Garp, mais Kizaru a tellement l'air de s'en foutre que c'en est énervant. Il a pas du tout l'air attristé de devoir tuer Vegapunk. Il a pas du tout l'air d'avoir des remords. C'est totalement énervant. On a l'impression que le personnage ne ressent rien. Petit truc indiqué dans le chapitre, G. Garcia Saturne est présent sur Egghead en secret. Alors ça me paraît assez logique qu'il soit venu incognito, c'est quand même un des membres du Gorosei. Mais voilà, c'est une information.
On apprend qu'ils veulent carrément refaire une Ohara en tuant tous les chercheurs qui ont pu évacuer entre temps. Bon, j'ai pas grand chose à dire à part que le gouvernement mondial c'est des grosses salopes. On a une information également. Capitale Saturne fait en sorte que les marines laissent Bonnie tranquille, sous prétexte que c'est une petite fille. Déjà, ça nous indique quelque chose sur l'âge de Bonnie, qui serait donc une enfant. Assez logique, me diriez-vous, elle peut changer d'apparence à volonté. On ne connaît toujours pas son véritable âge, mais si vous vérifiez dans la chronologie de tout ce qui est lié à Kuma et Bonnie, et je peux vous dire que je l'ai fait, on se rendra compte que Bonnie est sans doute née il y a plus de 20 ans. Alors je me demande, est-ce que Bonnie aurait mangé son fruit du démon quand elle était enfant, et que le fruit du démon, en plus d'avoir la faculté de transformer physiquement son utilisateur à volonté, bloquerait également son âge mental, ce qui fait que Bonnie serait toujours obligée de rester une petite fille. Ce qui fait qu'elle serait toujours considérée comme une enfant alors qu'elle est née il y a plus de 20 ans. Pour moi, ça me paraît d'être la meilleure explication sur l'âge de Bonnie que Oda semble vraiment garder assez secret. Le fait que Saturne ne veuille pas poursuivre Bonnie, c'est également assez intriguant parce qu'on a bien vu, Bonnie elle s'est fait attraper et s'est échappée plusieurs fois. Alors pourquoi d'un coup il ne veut pas? Le prétexte que c'est une enfant, ça marche clairement pas. Hein. À partir du moment où t'es un pirate, peu importe ton âge, on te laissera pas tranquille. Je pense notamment à Sabo qui s'était fait shooter alors qu'il avait que 10 ans. Du côté des Mugiwara, bah c'est incroyable juste, hein. On voit Luffy, Zoro avec vraiment les flots d'empereurs des mers, tous les Mugiwara réunis ici, sauf Robin. Ça me rappelle les chapitres de Wano où on la voyait plus, on était en train de paniquer. Je pense qu'elle est juste plus loin, peut-être avec un des satellites de Vegapunk en train de parler histoire. Bref, en dehors du fait qu'on ait une double page pour une fois très clean, dessinée par Oda, tout est bien, on voit bien tous les personnages, donc c'est cool, c'est peut-être lié à son opération des yeux. Ça fait plaisir. On a donc York qui a été capturé par les Mugiwara, c'est un énorme retournement de situation, il faut savoir que plusieurs heures se sont passées sur Egghead. Pour nous c'était plusieurs chapitres, pour les Mugiwara c'était plusieurs heures. La situation est passée de Mugiwara qui se battaient contre les Séraphins un peu aux quatre coins du labo phase, avec Vegapunk qui était enfermé avec York, et Bonnie qui traînait dans un coin avec les souvenirs de Kuma, à York capturer tous les Mugiwara et Vegapunk et Bonnie qui sont réunis. Bon, il a dû se passer des choses. Le scénario logique, c'est que Robin, Atlas et Chopper ont trouvé York et Vegapunk, on voyait qu'ils se dirigeaient dessus dans le chapitre 1078. Ils ont pu ainsi neutraliser York, qui est peut-être pas très performante en combat. Ils ont pu reprendre le contrôle des Séraphins, en évitant donc les combats, et ainsi totalement retourner la situation. C'est sans doute ce qui a dû se passer, mais quelques indices, notamment le fait que Usopp semble s'être battu alors que c'était pas du tout le cas, montrent qu'il y a dû y avoir un certain nombre de péripéties. Dernière chose, le Frontier Dome est toujours activé. S'il l'était, il l'était pour enfermer Vegapunk et les Mugiwara dans le labo phase, les derniers chapitres d'Egghead. Alors, est-ce qu'ils l'ont activé pour se protéger contre la marine, ou est-ce qu'ils sont toujours bloqués? Dernière chose, j'ai une théorie sur York. York est tout autant Vegapunk que le Vegapunk principal. Elle représente l'envie. Mais est-ce qu'elle ne pourrait pas représenter l'envie de Vegapunk d'en savoir plus sur l'histoire? Cette fois-ci totalement dénuée de sens moral, simplement le désir de vouloir connaître ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. C'est pour ça qu'elle voudrait devenir dragon céleste, c'est pour en savoir plus sur l'histoire, mais simplement cette fois-ci par avidité, et pas pour rétablir la vérité, pas pour quelque chose comme ça, de la pure avidité de la connaissance. Bref, toute dernière chose, on revoit Bonnie. La dernière fois qu'on la voyait, elle était dans la salle avec les souvenirs de Kuma totalement effondrés. Donc on voit qu'elle s'est remise, et je me demande si pendant la mini-ellipse qu'on a vue, elle aurait parlé de ce qu'elle a vu au Mugiwara. Je pense notamment à Franky qui voulait élucider le mystère. Bon bref, en tout cas elle essaye pas de tuer Vegapunk, donc c'est sans doute que ça a évolué. On a donc un chapitre, mais vraiment ça fait plaisir. On savait qu'on allait retourner sur Egghead. En fait on y retourne vraiment qu'à la toute fin, mais tous les éléments de ce chapitre sont liés à Egghead. On a un chapitre qui est quand même pas mal de transition. On passe de l'enchaînement de chapitres monumental qu'on avait eu au chapitre sans doute qui sera un peu plus monotone d'Egghead. En tout cas, vraiment ça fait plaisir, et ça fait également plaisir le fait que Oda ait fait une ellipse qui nous est pas montré pendant 3 heures, Luffy qui galère contre les Séraphins, etc. Robin et tout qui galère pour vaincre York. Non, c'est cool. On a directement les Mugiwara, les autres qui ont neutralisé machin, et qui sont en train de faire un putain de braquage, qui sont en train de forcer la main au Gorosei. Non, c'est stylé, c'est très stylé. Dans la double page, on voit également Lucci. Qu'est-ce que tu fais là, mon ref? Tu t'es cru que t'étais parmi les Mugiwara? Putain, c'est ma première analyse sur Egghead. C'est quand même n'importe quoi, alors que j'ai lancé la chaîne il y a quand même plusieurs mois. Bref, chapitre de fou. On se revoit la semaine prochaine ou la semaine d'après pour le chapitre. Normalement,
le jump sera en pause, mais potentiellement on pourra avoir le chapitre quand même. Si c'est pas le cas, à dans 2 semaines, et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!